Et nous recevons François-Xavier Bellamy, lequel est désormais tête de liste des Républicains aux élections européennes. Bonjour François-Xavier Bellamy, merci d'être là. Vous êtes la véritable coqueluche de la presse, en tout cas d'une partie de la presse, parce qu'on ne peut pas contenter tout le monde. Ce matin, je vois à la couverture du Point l'homme qui réveille la droite, et il y a votre photo. Et puis, à la une du Figaro, la droite veut perturber le duel Macron-Le Pen, bien ancré à la 3e place dans les sondages. Le parti de Laurent Wauquiez reprend des couleurs et mise sur l'effet Bellamy. L'effet Bellamy, c'est donc vous. Et quel effet, justement, ça suscite en vous ? Eh bien, d'abord, c'est évidemment une bonne chose de voir que nous avons pu retrouver une petite dynamique. Pour ma part, je n'ai jamais cru que le débat politique devait se résumer à la confrontation des populistes et des progressistes. Je crois que nous avons besoin d'une véritable alternative, de pouvoir faire un vrai choix. Maintenant, je garde vraiment la tête froide parce que tout cela est encore très timide et nous avons beaucoup de chemin à faire pour susciter de nouveau la confiance, pour parler à tous les Français et pour que nous puissions être audibles sur l'avenir que nous espérons pour l'Europe. Nous avons fait un travail très approfondi pour définir cette vision de l'Europe que nous voulons porter dans cette campagne. Et si elle peut susciter de nouveau la confiance, déjà, j'en suis très heureux. Et nous avons encore 2 mois pour pouvoir convaincre. On va préciser ce projet, François-Xavier Bellamy. Moi, j'ai de bonnes lectures. J'ai par exemple Demeure, c'est votre essai pour échapper à l'heure du mouvement perpétuel chez Grasset. Et alors, je lis à la page 81, François-Xavier Bellamy, le phénomène de la mode règne désormais sans partage sur l'activité politique. Vous n'avez pas peur d'être justement la mode, la toquade du moment, François-Xavier Bellamy? Alors, j'espère que non. J'espère surtout, vous savez, en fait, j'ai l'impression de ne pas compter pour grand-chose à titre personnel. Je vous le dis très simplement. Ce qui compte pour moi, c'est vraiment les idées. Ce qui compte, c'est la vision qu'on porte. Et ma personne n'importe pas. Ce qui compte, vous effectivement... parlez déjà comme un homme politique. Non, pas du tout. Au contraire, je vous le dis très sincèrement. Ce qui compte, c'est mon projet. C'est pas mon projet, c'est de pouvoir au moins parler ensemble d'Europe, parler ensemble de ce qui nous préoccupe pour l'avenir. On vient d'évoquer le Brexit, on y reviendra peut-être. Voilà les sujets fondamentaux. Effectivement, ce qui est vrai, c'est que la vie politique, je l'écrivais dans Demeure, je suis très touché que vous ayez pris le temps de lire ce livre. La vie politique est souvent trop attachée au phénomène de mode, où au fond, on se préoccupe plus de penser avec son temps que de penser avec le réel, ou de tenter de s'ajuster au réel dans l'effort de la réflexion et dans l'effort de la parole. Et de ce point de vue-là, effectivement, j'espère ne pas être une mode. Je sais qu'encore une fois, le travail qui nous attend est un travail de longue haleine parce que la vie politique française traverse une crise assez profonde. On le voit à travers la crise des Gilets jaunes, à travers ce grand débat. Et je crois que le plus important, c'est de pouvoir de nouveau susciter la confiance dans la démocratie. Je le sens d'ailleurs dans cette campagne, quand je vais au contact des gens. Ils ont accumulé tant de déceptions par le passé, tant de défiance se sont accumulées, qu'encore une fois, le plus important, c'est de pouvoir effectivement sortir de ces modes qui se succèdent les unes aux autres pour reparler ensemble du fond et de l'avenir que nous voulons. Bon, mais vous avez quand même un problème intellectuel. Je veux dire, si on met de côté toute forme de sophisme, François-Xavier Bellamy, lorsque vous partez en guerre contre le mouvement perpétuel, lorsque vous tentez d'instaurer, je vais vous laisser nommer les choses, mais une forme de conservatisme, de néo-conservatisme, et que l'on présente ça comme un renouveau. Comment on articule ça? Est-ce que vous voulez dire que la rupture, la vraie, ça serait le retour en arrière, une forme de conservatisme? Que diriez-vous? D'abord, je crois que le mot conservatisme ou néoconservatisme, c'est ce que j'essayais d'expliquer dans Demeure, ne peut être que l'occasion d'une méprise ou d'une incompréhension. Parce que le conservatisme est une tradition intellectuelle et philosophique qui a son importance, mais qui a été pensée dans une époque qui n'était pas celle que nous connaissons, avec l'ampleur de la crise que nous traversons. Je fais partie d'une génération qui a découvert le monde à travers le concept de crise, et partout où notre regard se pose, nous trouvons de la crise. Or, dans une période de crise complète, il n'y a d'une certaine manière plus grand-chose à conserver. Ce qui compte, c'est de pouvoir sauver des équilibres qui sont nécessaires à notre survie. De ce point de vue-là, on pourrait dire que l'écologie, par exemple, est une préoccupation conservatrice, mais ce serait inexact de piéger nos débats dans ce mot. Ce serait inexact de piéger nos débats dans ce mot, au sens où le conservatisme pourrait donner l'impression que ce qui compte, c'est de figer les choses en l'état, alors que si nous avons une authentique préoccupation pour le fait de léguer à ceux qui nous suivront un monde qui soit encore vivable, il faut
changer, bien sûr, de façon très profonde, nos manières de consommer, nos manières de produire, nos manières de nous déplacer. Et c'est ce véritable changement qui, au fond, serait une rupture avec la fascination pour, vous le disiez à l'instant, ce mouvement perpétuel, pour une forme de progressisme qui a fait de toute nouveauté un bien. Et ce serait ce véritable changement qui consisterait à regarder, au fond, cet ancien monde dont nous héritons comme un monde dont il faut prendre soin pour pouvoir l'améliorer et le transmettre. Ça veut dire que votre droite, François-Xavier Bellamy, est celle qui tourne le dos à cette droite qu'on qualifiait jadis d'orléaniste, qui était productiviste. C'est pas votre droite. Ma droite, elle sait que la prospérité économique est nécessaire à la justice sociale et à la manière dont on construit une société qui puisse durer. Ma droite, c'est aussi, sans aucun doute, celle qui considère que la question de la transmission est une question fondamentale. Ça a été tout mon engagement d'enseignant et c'est aussi mon engagement politique. La transmission de la culture, bien sûr, et ici nous faisons référence à ce qui a habité la famille politique ou l'héritage politique de la droite depuis longtemps, l'idée qu'il y a quelque chose à transmettre de ce monde dont nous héritons, mais une droite qui se préoccupe aussi, du coup, simultanément de la transmission de la nature, parce qu'il y aurait une aberration. Bon, mais vous savez, les en même temps... non, ça n'est pas... C'est au contraire, le contraire d'un en même temps qui jouerait sur l'ambiguïté. C'est une exigence de cohérence que, disons-le très simplement, c'est vrai, notre famille politique n'a pas toujours su revendiquer. Donc c'est une rupture. Je crois qu'il y aurait une forme d'aberration à vouloir qu'on se préoccupe de transmettre une culture, mais qu'on ne se préoccupe pas du tout de cet environnement que nous devons léguer à ceux qui nous suivront. Faire en sorte que le monde demeure vivable et que l'homme demeure humain, c'est tout un. Et je crois que c'est ce qui est en jeu dans la politique aujourd'hui. Soit, mais sur la droite orléaniste, sur le fait de considérer qu'avant tout, il faut de la croissance, de la productivité, vous êtes en rupture par rapport à ça? Je crois qu'effectivement, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas faire de la croissance un but politique en soi. Donc La croissance est un moyen, encore une fois, pour garantir une forme de prospérité. Et je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on devrait considérer définitivement que la préoccupation écologique devrait être nécessairement opposée à la préoccupation économique. Au contraire, réconcilier économie et écologie, c'est peut-être le rôle particulier de la famille politique qui est la mienne. Mais, encore une fois, nous ne pouvons pas nous détourner de cette préoccupation. Et surtout, nous devons reconsidérer sans doute les buts, les finalités de la politique qui sont effectivement du côté de cette capacité que nous aurons de préserver une société qui soit durable, une société qui permette à chacun de vivre une vie qui soit digne. Et de ce point de vue-là, l'économie est un moyen, le marché est un moyen, la croissance est un moyen, mais ce ne sont pas des fins en soi. Et puis vous êtes également un intellectuel, vous êtes professeur de philosophie. François-Xavier Bellamy, il y a quelques jours, France Culture a retransmis un débat, une rencontre entre Emmanuel Macron et 65 intellectuels. On écoute un extrait d'un propos du président de la République. Pour moi, ce que nous sommes en train de faire collectivement, c'est de redéfinir un projet national et européen. C'est ce que nous devons faire. Et donc, dans ce cadre, il me semblait nécessaire qu'il puisse y avoir un échange, comme celui que nous avons aujourd'hui, avec vous, donc des intellectuels. On n'ose plus prononcer ce mot parfois, on m'a beaucoup reproché d'utiliser, c'est-à-dire des femmes et des hommes qui sont à la fois engagés dans leur discipline, sur le plan de la recherche, de l'université, mais qui sont aussi, du coup, dans la cité. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'on puisse avoir un débat extrêmement ouvert sur non seulement la manière dont vous voyez ce moment que vit notre pays, et avec notre pays d'ailleurs le continent, mais aussi les voies et moyens d'en sortir. Je ne crois pas que ce soit une crise au sens où on pourrait la borner, c'est-à-dire dire qu'il y a un début et une fin, non. C'est-à-dire comment on peut justement bâtir les réponses à ces grandes transformations, ces grandes transitions que nous sommes en train de vivre. La voix d'Emmanuel Macron. François-Xavier Bellamy, vous qui êtes aujourd'hui tête de liste aux européennes des Républicains, qui êtes également professeur de philosophie, qu'est-ce que vous avez pensé de ce face-à-face, de ce débat, de ce dialogue entre intellectuels et politiques, en l'occurrence Emmanuel Macron ? Je crois que c'est effectivement un moment intéressant et que dans tous les cas, la contribution du monde intellectuel à la vie démocratique est une nécessité. Nous avons besoin d'irriguer de nouveau notre débat public d'idées, de réflexions, de visions, et je le disais à l'instant. Maintenant, ce qui est tout à fait frappant, c'est que il y a toujours une difficulté dans le fait de mettre en scène de manière politique ce débat. La force du débat intellectuel, c'est qu'il échappe très largement à la structuration politique, et il faut qu'il y échappe. Et je crois qu'au fond, l'un des enjeux pour le politique aujourd'hui devrait être de garantir
une véritable ouverture à ce débat intellectuel, une authentique liberté, un véritable pluralisme. De ce point de vue-là, je me permets de dire à quel point, je sais que vous y avez consacré un moment important ce matin, à quel point est préoccupante, Emmanuel Macron parlait de l'université, l'affaire qui s'est déroulée à la Sorbonne, dans laquelle une pièce d'Eschyle a été purement et simplement interdite. Je crois que nous voyons aujourd'hui se restreindre parfois le champ de la conversation civique légitime et le champ de la création artistique, et c'est une véritable préoccupation parce qu'il n'y a pas de véritable pensée sans liberté dans la pensée et sans ouverture authentique du débat intellectuel. Bon, mais là, juste sur ce point, il s'agissait, a priori, François-Xavier Bellamy, de combattre ce qui était perçu comme du racisme. Bien sûr, mais justement, il y a dans la question des perceptions ce qui constituera peut-être demain l'occasion d'étouffer le débat intellectuel. Je crois que la vie intellectuelle, elle est faite pour se confronter, parfois d'ailleurs pour pouvoir, dans la divergence de nos points de vue, éprouver l'altérité, la rencontre avec un autre qui ne pense pas comme nous, qui ne voit pas les choses comme nous. Et lorsqu'on aura fait de la perception douloureuse de cette confrontation l'occasion de réduire au silence celui qui voudrait s'exprimer dans une manière ou dans un style différent d'une autre, on n'aura rien gagné, encore une fois, dans la liberté de penser, ni dans la liberté de créer, et bien au contraire. Le face-à-face entre intellectuel et politique, est-ce que vous avez cessé d'être un intellectuel? Est-ce que vous êtes devenu un politique? Vous êtes en même temps un intellectuel et un politique? Alors, je suis très, très modestement un professeur de philosophie. Il est toujours difficile de se qualifier soi-même d'intellectuel. Et je m'engage dans cette aventure politique en espérant pouvoir faire en sorte que cette expérience de la philosophie contribue à sa mesure à nos débats politiques. Parce qu'encore une fois, je crois que la politique, ça n'est pas qu'une affaire de technique. Je me souviens de ce mot de Christophe Castaner qui déclarait à des étudiants qu'au fond, la seule doctrine politique, c'est maintenant « est-ce que ça marche ?» Je crois que la politique n'est pas qu'une affaire de savoir si ça marche ou si ça ne marche pas. Il faut être irréprochable sur l'efficacité et l'exigence d'efficacité que les Français attendent de leurs élus. Mais il faut d'abord pouvoir leur dire vers où nous nous dirigeons. Et la question est moins de savoir si ça marche que de savoir où nous allons. Et de ce point de vue-là, oui, j'espère pouvoir continuer de réfléchir, même dans l'exercice politique. Mais alors, qu'est-ce que vous apportez? Vous êtes professeur de philosophie. Qu'est-ce que vous apportez à votre famille? Quel a été l'apport, votre apport, François-Xavier Bellamy? D'abord, cette famille politique, je m'y suis engagé parce que je me reconnais dans son héritage, dans ce qu'elle peut incarner aujourd'hui dans le débat public. On parlait tout à l'heure du mot de conservatisme. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt ce que Ismaël Emelien a dit du livre qu'il publie avec David Amiel sur le progressisme. Pour ma part, je crois que là, il y a une véritable tension, un dialogue très intéressant. Je ne crois pas que le rôle de la politique soit de permettre à chacun de maximiser les possibles, mais d'abord de pouvoir se réconcilier avec maximiser les possibles, c'est-à-dire? C'est l'expression d'Ismaël Emelien, et je le cite dans ces mots. Faire en sorte que chacun puisse avoir le plus grand nombre de possibles devant soi. Moi, ce qui me paraît décisif, c'est moins la question au fond, de la déconstruction des appartenances qui est derrière cette perspective d'une émancipation de l'individu qui devrait être ouvert à l'infinité des possibles, que le fait, au contraire, de reconstruire des liens si fragilisés aujourd'hui entre nous et ceux qui nous ont précédés, entre nous et ceux qui nous suivront. La question est moins celle du possible que celle du réel. Et ça, c'est pour le coup, je crois sans doute, ce que l'histoire de la droite, au sens le plus classique du terme, a toujours porté. Donc je me suis engagé dans cette famille politique parce que je me reconnaissais dans ce qu'elle pouvait représenter, et j'essaye de lui apporter, peut-être, encore une fois, très, très modestement, ce que je crois nécessaire. On a beaucoup insisté sur les questions d'écologie. Je pense que ce sont des questions très importantes que je voudrais porter avec force dans cette campagne. La question de la culture me paraît fondamentale aussi. Je le dis comme enseignant. Une civilisation qui ne sait pas dire ses racines, qui ne sait pas dire qui elle est, une civilisation qui ne sait plus se transmettre à ceux qui prendront la suite, c'est une civilisation qui, par définition, se condamne à ne pas avoir d'avenir. Et je crois que le défi culturel qui est devant nous est un défi prioritaire. Mais alors, maximiser les possibles, si vous êtes contre, forcément, on va entendre, par exemple, qu'il y a un certain nombre de possibles qui sont ouverts par la technique ou qui sont ouverts par la société, que vous voudriez clore, notamment en matière de mœurs, notamment en matière du droit ou de la possibilité à l'enfant. Est-ce que c'est ça, par exemple, que vous visez, François-Xavier Bellamy, où vous aimeriez qu'il y ait moins de possibles? Non, bien sûr que non. D'abord, c'est une vision générale et pas seulement sur ces questions-là. Et je crois que la question, effectivement, est moins celle de l'ouverture indéfinie à tous les possibles, qui ne se réalisera complètement que lorsque nous ne serons plus rien, d'une certaine manière, lorsque nous n'aurons plus aucune singularité concrète dans laquelle nous reconnaître. Le sujet, effectivement... Ça veut dire que l'émancipation de l'homme, finalement, c'est pas tellement votre sujet?
La question, c'est celle d'une véritable liberté, et je crois qu'elle ne se confond pas avec l'émancipation, c'est-à-dire avec la dissolution ou la liquéfaction de tous les liens. Prenons cette question précise que vous avez évoquée à l'instant. En effet, nous allons avoir à faire avec l'un des plus grands défis que l'humanité ait jamais rencontré, la question de savoir s'il s'agit de transformer ou non la condition humaine. Au fond, c'est le grand défi de l'homme augmenté, du transhumanisme. Effectivement, il y a une école de pensée qui nous dira que le projet est de maximiser tous les possibles et donc de mettre en œuvre toutes les forces de la technique et de la science pour faire en sorte que nous puissions vaincre les résistances et les pesanteurs d'une condition humaine qui aujourd'hui s'impose à nous. Pour ma part, je crois que nous n'avons rien à gagner en réalité dans cette utopie et dans cette espèce d'horizon et que nous avons tout à gagner au contraire à nous réconcilier avec la réalité de ce monde, avec la réalité de ce que nous sommes aussi dans ce monde, parce que c'est dans la consistance de notre condition avec toutes ces limites et toutes ces imperfections que se joue la possibilité d'un authentique bonheur au fond. C'est cela qui est en jeu. Et je crois qu'on l'a suffisamment vu avec la société de consommation et toutes les catastrophes qu'elle a produites, y compris sur le plan écologique. L'idée que le consommateur que nous sommes devrait naître dans la vie avec une infinité de possibles devant lui, cette idée-là, pour séduisante qu'elle soit, ne nous a jamais comblés. Mais alors si vous deviez du coup nous dire qui sont vos références sur le plan intellectuel, ce ne sont pas les références de droite classique, puisque l'émancipation de l'homme, par exemple, c'est quelque chose d'important chez Tocqueville, chez Montesquieu, et chez vous, on n'entend pas ça. Bien sûr que si. Au fond, c'est ce qui préoccupe Tocqueville, c'est justement la liberté. Et Tocqueville est un libéral en ce sens qu'il sait que la liberté a des conditions de possibilité. Ces conditions de possibilité ne sont pas dans le fait de se défaire de tous les liens et de tous les attachements. C'est du côté pessimiste, mais c'est aussi le côté libéral. Et effectivement, je crois que nous avons besoin de rompre avec une forme d'optimisme peut-être irénique qui nous ferait croire que... Les optimistes, en ce moment, ils ne sont pas légion, François-Xavier Bellamy. Ils ne sont pas légion, et pourtant, je crois que sur le champ politique, nous n'avons, au fond, pas vraiment renoncé à l'idée que toute nouveauté était un progrès, et que par conséquent, ce qui comptait, c'était seulement d'être en marche vers l'avenir. On le voit dans le soupçon qu'il y a dans le seul mot de conservatisme. Encore une fois, dans cette élection européenne qui s'engage, je crois que ce qui est décisif, c'est de savoir de nouveau promouvoir le sens d'une Europe qui reconnaisse son histoire pour pouvoir transmettre à ceux qui la suivront la possibilité d'un avenir. On va continuer à en parler avec vous, François-Xavier Bellamy. Vous êtes tête de liste Les Républicains aux Européennes. Vous avez publié notamment Demeure pour échapper à l'ère du mouvement perpétuel. C'est chez Grasset. Il est 8h sur France Culture et je vous souhaite un très bon réveil si vous nous rejoignez. Nous retrouvons la tête de liste Les Républicains aux Européennes, François-Xavier Bellamy, qui a notamment publié Demeure pour échapper à l'ère du mouvement perpétuel aux éditions Grasset. Alors je ne vais pas vous demander de réagir au billet de Frédéric Seyss, parce que vous allez me dire qu'au Parti Socialiste c'est la chienlit et que là-bas tout le monde se déchire, mais malgré tout, parmi les Républicains, il y a des gens qui sont amoureux de vous, hein, ça se trouve, et puis il y a des gens qui sont largement plus circonspects. Gérard Larcher par exemple. Bellamy n'était pas mon choix, je l'ai dit plusieurs semaines, a-t-il déclaré. Christian Estrosi, plus méchant. Passer de Simone Veil à François-Xavier Bellamy, c'est compliqué. Quelle réaction avez-vous, François-Xavier Bellamy? Est-ce que vous avez réussi à les convaincre que vous étiez un bon choix? Aujourd'hui, je crois que notre famille politique est unie. On voit à l'instant que c'est effectivement parfois difficile de pouvoir désigner une tête de liste et une liste. C'est le cas dans tous les mouvements. Mais notre famille politique, elle est aujourd'hui unie pour défendre une vision de l'Europe. C'est encore une fois cette vision qui compte. Et il n'y a pas de dissonance aujourd'hui à l'intérieur de cette famille. J'ai eu la joie d'être élu par une commission nationale d'investiture qui représente le mouvement par 38 voix sur 40. Donc, au fond, contrairement au Parti Socialiste, en effet, il y a une vraie mobilisation derrière cette liste que j'ai commencé à représenter avec Agnès Evren et Arnaud Danjean qui ont été investis avec moi et maintenant avec d'autres colistiers qui nous ont rejoints depuis. Alors justement, vous avez été choisi pour représenter avec ce trio de tête une forme de renouvellement. Mais si on regarde la suite de votre liste, on trouve parmi les candidats Brice Hortefeux, Nadine Morano, Geoffroy Didier. Est-ce que finalement vous n'êtes pas en un sens un paravent à une certaine continuité? Quand Laurent Wauquiez m'a proposé de conduire cette liste, je lui ai dit que ce qui me paraissait très important, c'est que je ne m'engageais que parce que ça pouvait être utile et que pour que ce soit utile, il fallait que ce soit l'occasion d'un vrai renouvellement. C'était aussi son sentiment, celui d'Éric Ciotti qui préside la Commission nationale d'investiture. Et le choix a été fait dès le début d'investir 50% de nouveaux noms dès le début de la liste. En même temps, je n'ai jamais cru, vous savez, que le nouveau monde était forcément meilleur que l'ancien. Et je crois que ce qui fait la qualité d'une équipe, ce qui fait la qualité
qualité d'un engagement politique, c'est la complémentarité entre ce que peuvent apporter ceux qui incarnent un renouvellement, mais ce que peuvent représenter aussi ceux qui, avec leur expérience et leur connaissance des institutions européennes, qui sont des institutions complexes, ce qu'ils peuvent apporter pour l'efficacité de l'action. Nos voisins et nos amis allemands, par exemple, savent très bien composer entre l'expérience et le renouvellement. C'est ce qui a beaucoup manqué parfois à la représentation française au Parlement européen. Et donc cette liste avec 50% de nouveaux noms, 50% de renouvellement, dès le début de la liste, elle est vraiment l'image de cette complémentarité que nous voudrions pouvoir proposer. François-Xavier Bellamy, il y a des gens donc qui sont circonspects face à votre candidature, et puis alors d'autres qui la jugent enthousiasmante. Marion Maréchal Le Pen. Il est vrai que si une personnalité comme François-Xavier Bellamy se confirme à la tête de la liste européenne, c'est fait. Je ne vois pas ce qui demain, à travers ce type de personnalité, empêcherait qu'il puisse y avoir des alliances. Moi, j'ai toujours été très clair sur le fait qu'il me semble que aucune alliance d'appareil ne pourra répondre à la crise que nous traversons. D'une part, d'autre part, ça veut dire que des alliances ponctuelles sont envisageables? Non, bien sûr que non. Encore, je viens de vous répondre, il n'y a pas d'alliance, à mon avis, à chercher ou à espérer comme une sorte de réponse à la crise que peut traverser notre famille politique. Deuxièmement, sur le fond, je ne vois même pas ce qui pourrait permettre une alliance entre nous et le Rassemblement national, dans la mesure où le Rassemblement national ne partage pas la même vision du monde. Alors concrètement, que la justement, mienne. soyez concret, qu'est-ce qui vous sépare de Marion Maréchal Le Pen ou de Marine Le Pen, si vous pensez qu'il y a par exemple des nuances entre ces deux responsables politiques, enfin l'une est une responsable politique. Marion Maréchal Le Pen, aujourd'hui, elle n'est plus impliquée sur le terrain politique. Ce que je vois, moi, c'est ce que défend aujourd'hui le Rassemblement national. D'abord, il y a une vision du monde qui est une vision qui me semble héritière de la lutte des classes. Marine Le Pen a accueilli ma candidature en disant que je représentais une France bourgeoise contre une France populaire. Je le dis comme enseignant, je crois qu'il y a là une forme de scission entre les Français qui ne peut pas conduire à une véritable reconstruction de notre pays. Deuxièmement, donc elle est trop à gauche, Marine Le Pen. C'est pas seulement une question de gauche et de droite, c'est encore une fois, je crois qu'au fond, il y a quelque chose qui fait système, si je peux me permettre l'expression, entre les populistes et les progressistes, qui est qu'ils s'accordent chacun à considérer que leurs adversaires politiques ne sont pas seulement des concurrents qui partagent et qui proposent une vision différente de la leur, mais des ennemis qu'il faut combattre. Et c'est cette perspective-là, au fond, qui fait que dans ces deux camps se joue une politique de la peur chez le Rassemblement national qui veut nous angoisser sur le fait d'une montée des périls qui supposerait d'écarter une classe politique jugée incompétente et illégitime. Politique de la peur aussi bien chez Emmanuel Macron, quand on voit le clip Renaissance qui a été diffusé par le mouvement En Marche, avec l'idée qu'au fond, ce qui nous menace, c'est la montée des nationalismes et des populismes. Moi, je crois que ce qui nous menace, c'est sur le terrain européen, l'impuissance de l'Europe. L'impuissance de l'Europe à protéger nos entreprises, à protéger nos emplois, l'incapacité de l'Europe à faire face aux défis climatiques, à faire face aux défis migratoires. Et c'est tout cela qui fait monter le populisme et tout cela qu'il s'agit de combattre. Frédéric Sey. Sur le plan doctrinal, précisément, on sait que le Parti républicain rassemble plusieurs courants de pensée. Au moment où l'UMP a été créé en 2002, c'était le rassemblement, pour faire simple, de la démocratie chrétienne, des libéraux et puis du RPR, disons, plus bonapartiste. Parmi ces familles, quelle est celle à laquelle vous vous identifiez le plus et quelle est celle dont vous êtes peut-être le plus éloigné ? Je crois que chacune de ces familles a quelque chose à dire de notre actualité. Je le dis ça, c'est la réponse du candidat non, qui pas veut du tout. Et ménager tout le monde. Je me reconnais dans les traits. Je n'arriverai pas à me laisser enfermer ou à m'enfermer moi-même dans l'une de ces familles. Je crois qu'il y a aujourd'hui dans notre pays un grand besoin d'autorité, d'ordre, parce que l'ordre, c'est la condition de la liberté. Il n'y a pas de liberté de manifester, par exemple, sans qu'on puisse rétablir un ordre public qui permette à chacun d'exprimer ses opinions en sécurité. Soyez concret, François-Xavier Bellamy, par exemple. Est-ce que vous êtes favorable à l'opération Sentinelle pour préserver la sécurité de certains lieux et donc les utiliser lors de manifestations? Non, c'est une folie. Et c'est la folie à laquelle nous conduit. Très concrètement, c'est la folie à laquelle nous conduit l'idée que nos adversaires politiques sont nos ennemis. Les Français ne sont pas des ennemis les uns pour les autres. Et donc, il y a une différence majeure à faire entre ce qu'on appelle le maintien de l'ordre qui est assuré par la police et la gendarmerie et une lutte antiterroriste qui est dirigée contre des ennemis. Je sais qu'on a parfois comparé certains Français qui ne pensaient pas pareil que nous à des terroristes avec lesquels il y aurait des convergences idéologiques, mais on en arrive à une forme de folie. Le maintien de l'ordre, c'est une grande tradition dans notre pays. Nous savons faire du maintien de l'ordre. On a essayé de l'exporter en Tunisie à l'époque de Michel Alliot-Marie, mais aujourd'hui, concrètement, comment fait-on pour sécuriser les Champs-Élysées ? Eh bien, on en revient à des méthodes qui fonctionnent, et j'y reviens malgré cette expérience malheureuse que vous évoquiez à l'instant. Il y a en France aujourd'hui des savoir-faire de la part de nos forces de l'ordre, et ces savoir-faire
ont manqué dans la résolution de la crise. C'est pas moi qui le dis, c'est Laurent Nunez qui est ministre délégué à l'Intérieur. Et je crois parce que le gouvernement est laxiste. Non, parce que sans doute incompétent. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, du point de vue de sa responsabilité, on n'a jamais connu dans notre pays une telle période de désordre, donc des semaines entières. Frédéric Seyss. Il y a effectivement un échec du gouvernement sur ce terrain. Sur le fait de rassembler les Français, ce que vous disiez à l'instant, et d'éviter, en un sens, de dresser des ennemis intérieurs. Qu'est-ce que vous pensez des propos d'Éric Ciotti qui parlait d'une 5e colonne favorable à l'islamisme radical au sein même du peuple français? Éric Ciotti qui est de votre parti, je le rappelle. Je ne crois pas que c'était Éric Ciotti, si je ne m'abuse. Il me semble que c'était Christian Estrosi, mais c'est un détail. C'est la même région. Ce qui est certain, c'est que, indépendamment du vocabulaire, le sujet est majeur de la montée de l'islamisme et qu'il faut traiter absolument ce sujet pour éviter, comme le disait Gérard Collomb, qui n'est quand même pas quelqu'un qu'on pourrait qualifié d'extrémiste de droite, pour éviter que de cette situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui côte à côte, nous ne passions à une situation dans laquelle nous serions face à face. Mais l'expression 5e colonne, vous la reprenez ou pas? Non, je sais pas exactement ce qu'elle peut bien signifier. Ce que je crois, c'est qu'indépendamment des questions de vocabulaire, encore une fois, le problème, c'est que beaucoup de Français et beaucoup de jeunes Français en particulier sont aujourd'hui attirés par l'islamisme et que cette perspective-là, elle est le ferment de peut-être de confrontation violente demain, de confrontation violente déjà aujourd'hui à travers le terrorisme et demain à travers ce qui pourrait opposer les Français entre eux. Il y a là quelque chose d'infiniment dangereux et je crois qu'on se tromperait en débattant indéfiniment sur des questions lexicales. Ce qui compte, c'est de parler du fond du problème et de ne pas en rester à ce déni de réalité. Peut-être cette expression avait-elle vocation à en sortir, de ne pas en rester à ce déni de réalité dans lequel nous avons été si souvent piégés. Il y a, oui, c'est vrai, un vrai problème parce que nous n'avons pas su transmettre à tous notre culture, transmettre à tous notre modèle de société, parce que beaucoup de jeunes en particulier vivent dans un pays et grandissent dans un pays où ils ont le sentiment de vivre dans un vide de valeurs et qu'ils ont besoin de se reconnaître et qu'ils le font malheureusement dans la tentation de djihadistes. Il faut pouvoir répondre sur la question sécuritaire, sur la question judiciaire, mais il faut pouvoir répondre aussi sur le problème, sur le terrain éducatif et je crois que c'est la priorité absolue. 8h31 sur France Culture. On continue en compagnie de mon camarade Frédéric Seyss d'écouter François-Xavier Bellamy qui est tête de liste Les Républicains pour les élections européennes. Sur cette question des djihadistes, le retour des djihadistes français, est-ce que vous considérez qu'ils doivent être jugés ici? Est-ce qu'il faut qu'ils restent là-bas? Votre point de vue concret, François-Xavier Bellamy? Concrètement, on ne peut pas juger en France des gens qui ont commis des crimes à l'étranger et d'ailleurs sur des territoires où nous n'aurons pas les moyens d'obtenir de quoi matérialiser les crimes qu'ils ont commis. La proposition que nous faisons, c'est de pouvoir organiser un Nuremberg des djihadistes, c'est-à-dire un tribunal pénal international qui puisse se réunir sur place, là où ces crimes ont été commis, là où les preuves existent encore, là où les enquêtes pourront avoir lieu. C'était effectivement un précédent, mais dans le cas d'espèce, est-ce que ça signifie que ces djihadistes resteraient incarcérés là-bas si, bien entendu, ils sont décrétés coupables? Bien sûr, il faut encore une fois que nous n'avons pas à... Donc vous en voulez pas en France, quoi? Mais pourquoi est-ce qu'on n'en veut pas en France? Pour deux raisons très simples. D'abord, ces personnes ont brûlé leur passeport, se sont retournées contre leur pays, ont décidé qu'elles ne voulaient plus rien avoir avec leur propre pays. Nous n'avons aucune raison de nous reconnaître avec elles, une solidarité quelle qu'elle soit. Ils sont français, on ne peut pas décider de ne plus l'être. Eh bien si, bien sûr que si, on peut décider qu'ils ne le sont plus parce qu'ils ont trahi, encore une fois, ce qui fait l'appartenance à une nation. Ça n'est pas seulement un titre administratif, c'est d'abord un attachement profond. La Grande-Bretagne fait de même. Je crois que la Grande-Bretagne n'est pas... Il y a polémique, hein. Mais la Grande-Bretagne, encore une fois, n'est pas un pays qui soit totalement immature du point de vue démocratique. C'est un pays qui sait... Ça, avec le Brexit... Même si aujourd'hui, leur situation est difficile. Mais ce que je crois, c'est que beaucoup de grands pays sont capables de reconnaître cela. C'est aussi une nécessité concrète, encore une fois, j'y reviens parce que c'est très important, sur le plan judiciaire. Demain, si nous rapatrions ces djihadistes, nous n'avons pas de quoi judiciariser leur situation pour beaucoup d'entre eux. Et par conséquent, nous serons condamnés à laisser en liberté des gens qui, de toute évidence, représentent un vrai danger. Frédéric Seyss. Il y a deux mots qui interpellent dans votre déclaration à l'instant, c'est sur place. Quand vous dites sur place, c'est peut-être volontairement flou. On parle sur place de l'Irak et de la Syrie, pour être très clair. La Syrie, dont on a un régime, Bachar el-Assad, qui est absolument, évidemment, hostile à nos démocraties européennes. En tout cas, c'est
Il n'y a pas besoin d'être grand clair pour savoir que les relations sont extrêmement dégradées, d'ailleurs même inexistantes sur le plan démocratique. Nous n'avons plus d'ambassade à Damas. En l'occurrence, pour aller créer un tribunal sur place, comme vous dites, c'est-à-dire en Syrie, comment faites-vous? Il faut l'accord évidemment du président local. D'abord, le point important, c'est que nous avons des points d'appui dans cette région du monde, au Moyen-Orient, où nous pourrions mettre en œuvre de telles procédures. Je pense à l'Irak en particulier, en effet, où beaucoup de choses pourraient être menées. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, nous ne devons pas céder sur ce point parce que ce serait tomber dans une forme de chantage potentiel que les Syriens pourraient exercer contre nous en menaçant effectivement par l'idée que nous serions condamnés à rapatrier nos djihadistes, de les renvoyer effectivement pour exercer donc cette pression et déplacer le danger dans notre propre pays. Je crois que ce sont des questions qui sont infiniment complexes et sur lesquelles il faut que les spécialistes, notamment en matière de renseignement, de lutte antiterroriste, puissent apporter leur contribution. Mais sur le principe, notre vision est très claire. Il ne faut pas laisser ces djihadistes revenir sur le sol français. Mais donc sur place, c'est l'Irak et pas la Syrie. C'est un problème politique. Évidemment, on ne va pas organiser avec des autorités avec lesquelles nous n'avons plus de relations diplomatiques, vous avez raison de le rappeler, on ne va pas organiser un processus judiciaire. Je le rappelle, cette région du monde, c'est une région complexe dans laquelle les passages et les porosités sont effectivement très, très fortes. Et donc, dans cette région du monde, nous avons des points d'appui où nous pouvons agir ensemble avec la communauté internationale pour mettre en œuvre un processus judiciaire digne de nos exigences démocratiques, mais qui permette effectivement de réprimer ces criminels pour les fautes qu'ils ont commises, plutôt que de nous laisser condamner à cette passivité qui consisterait à les faire revenir en France. Revenons en France avec la crise des Gilets jaunes et l'une des demandes qui s'est fait jour à la faveur de cette crise, le retour de l'ISF. Vous êtes pour ou vous êtes contre, François-Xavier Bellamy? Contre, bien sûr, parce que l'ISF, c'est un impôt qui a contribué à fragiliser la France. C'est une forme d'imposition qui n'a pas vraiment servi ni la prospérité, ni même la justice dans notre pays. Nicolas Sarkozy avait eu la sagesse, je dis sagesse parce que apparemment ça fait vraiment polémique, la sagesse de ne pas y toucher. Mais ce qui est assez triste, c'est que effectivement nous sommes dans un débat bien souvent idéologique sur ces questions qui empêchent de regarder les choses. Vous voulez voir si ça marche ou pas? Avec le sens du concret. C'est pas seulement une question de savoir si ça marche. Il est évidemment nécessaire du point de vue politique et du point de vue de la justice que chacun contribue à la redistribution qui est au cœur du modèle social de notre pays. Mais pour que cette redistribution fonctionne, encore faut-il se donner les moyens qu'elle puisse être efficacement réalisée. Et de ce point de vue-là, le fait d'avoir le sens du but n'empêche pas de se poser la question du pragmatisme des moyens. De ce point de vue-là, effectivement, il y a une loi d'airain qui veut qu'un certain impôt fasse fuir l'assiette sur laquelle il devrait être prélevé plutôt que de nous permettre efficacement d'apporter plus de justice et plus de prospérité à ceux qui en ont le plus besoin. François-Xavier Bellamy, la pollution, c'est un sujet qui vous est cher. Or, la pollution, elle provient notamment des voitures diesel. La taxe sur le diesel, c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Le gouvernement a eu raison de céder. Qu'est-ce que vous envisageriez, vous? Le gouvernement a eu raison de céder sur ce point dans une période où effectivement beaucoup de Français qui travaillent ne parviennent pas à s'en sortir et à gagner par leur travail les moyens d'une vie qui soit digne. Et c'est un problème majeur dans notre pays. D'ailleurs, c'est un problème global qu'il faudrait traiter à soi seul. Mais dans une perspective comme celle-ci, on ne peut pas surcharger de taxes ceux qui déjà sont très largement asphyxiés. Il faut qu'ils abandonnent le diesel. Nous sommes le pays qui est le champion du monde des prélèvements obligatoires et ça n'est pas totalement indifférent dans l'équation. Le deuxième élément, c'est que pour abandonner le diesel, encore faut-il effectivement en avoir les moyens, encore faut-il qu'il y ait une authentique transition écologique. Pour qu'il y ait transition, il faut une alternative. Et le problème aujourd'hui, c'est que nous voudrions faire une transition à marche forcée sans alternative. Celui qui, parmi les Gilets jaunes, s'est révolté dans les premières semaines parce que cette taxe lui était imposée, c'est celui qui, sans aucun doute, n'avait pas d'autres moyens. Quand vous êtes un agriculteur et que vous faites tourner votre tracteur, et qu'on vous dit que le gasoil que vous mettez dans votre tracteur, vous allez le payer plus cher parce que vous êtes un salaud qui pollue la planète, vous avez des raisons de dire que vous ne pouvez pas faire autrement et que vous ne pouvez que crier votre désespoir devant la justice qui vous est faite. Troisième point, et c'est très important, on parlait de Marseille à l'instant. La pollution dans les écoles de Marseille. Qu'est-ce qui fait la pollution dans les écoles de Marseille? C'est deux choses. La première, c'est les camions, c'est le transport routier. La deuxième, c'est les bateaux, c'est le transport maritime. Aujourd'hui, c'est à ces causes-là qu'il faut s'attaquer. Nous, dans cette campagne, nous allons défendre l'idée d'une barrière écologique qui permette
de faire payer à tous les importateurs le coût du carbone qu'ils ont produit en produisant leurs biens et le coût du carbone qu'ils ont émis en transportant leurs biens jusqu'à nous. Parce qu'il n'y a aucune raison que nos propres producteurs payent aujourd'hui sur notre marché du carbone, et c'est tout à fait normal et c'est très bien d'inciter nos industries à être vertueuses en la matière. Il n'y a aucune raison qu'on leur fasse payer ce coût du carbone et qu'on ne le fasse pas payer à ceux qui importent chez nous. Qui ne voit que c'est la cause du grand dérèglement du monde auquel nous sommes confrontés, et que quand vous savez qu'un produit fait des milliers de kilomètres pour arriver jusqu'à vous sans jamais être taxé, le gilet jaune a de bonnes raisons de penser que quand on lui explique que c'est lui qui, en faisant 10 km, est responsable de la crise climatique, il a de bonnes raisons de penser que c'est un manque de vision profond qu'on est en train de lui appliquer. Vous ne craignez pas des mesures de rétorsion commerciale ? Aujourd'hui, il faut être lucide et sortir de la naïveté. Cet argument, il a été très longtemps employé pour dire qu'il fallait absolument abaisser les barrières, ouvrir les frontières. Nous le voyons, pourtant, le monde que l'on rêvait à travers ce projet ne s'est pas réalisé. Mais on connaît le contexte de guerre commerciale actuelle, notamment avec les États-Unis. Et effectivement, ce contexte de guerre commerciale est une occasion de sortir de la naïveté, parce que c'est en ne défendant pas nos intérêts que nous allons subir effectivement le maximum de dégâts. Nos amis allemands, qui ont une industrie exportatrice, ont longtemps retenu nos velléités de protection parce que précisément ils craignaient ces mesures de rétorsion. Aujourd'hui, ils le voient bien. C'est être vulnérable, même quand on est exportateur, que de ne pas savoir défendre ses intérêts. Et il y a, je le dis, un moment très important pour l'Europe qui est en train de se jouer dans le début du prochain mandat du Parlement européen, parce qu'il faut repenser notre politique commerciale, non pas pour se fermer au reste du monde. Nous croyons, et la famille politique que je représente croit à la liberté, elle croit à la capacité de la France et de l'Europe de rayonner dans le monde, mais nous savons que pour que nous puissions garder une industrie, garder une agriculture, garder une économie prospère et qui puisse encore rayonner, il faut défendre nos intérêts et appliquer une stricte réciprocité. Ce que nous proposons à travers la barrière écologique, ça n'est rien de moins que cette réciprocité qui redonnera, c'est vrai, de la compétitivité à nos propres producteurs, à une production qui soit plus écologique et surtout à une mondialisation qui soit plus équilibrée, parce que c'est le fond du problème. Justement, en matière européenne et en matière de politique agricole commune, il y a aujourd'hui de nombreux dysfonctionnements. Les agriculteurs ne touchent pas les aides auxquelles ils ont droit. Les aides de conversion au bio se font attendre 1-2 ans. D'ailleurs, également dans la région de Laurent Wauquiez, en Rhône-Alpes. Sur le plan européen, qu'est-ce que vous feriez, vous, François-Xavier Bellamy, en matière donc de politique agricole commune? Qu'est-ce qui vous paraît souhaitable? D'abord, vous avez raison de le dire. Le retard des aides constitue aujourd'hui pour beaucoup d'agriculteurs dans notre pays un problème majeur, d'autant que beaucoup d'entre eux qui travaillent énormément, 52 heures en moyenne, beaucoup d'entre eux vivent avec un revenu extrêmement faible. Et donc ne pas pouvoir percevoir les aides auxquelles on a droit, c'est effectivement se trouver dans une difficulté majeure. Nous disons qu'il faut absolument défendre la politique agricole commune et défendre le budget de la politique agricole commune. Politique agricole commune. D'abord, une politique agricole commune qui soit dotée d'un vrai budget pour aider les agriculteurs. Aujourd'hui, la politique agricole commune, elle est menacée d'une baisse de budget de 15%. Si vous voulez boire un peu d'eau... 15%, c'est un montant très important pour beaucoup d'agriculteurs qui verraient leurs revenus diminuer, et ce serait fragiliser notre agriculture dans un moment où nous avons plus besoin que jamais de protéger notre autonomie alimentaire et notre sécurité alimentaire. C'est ce que je cherche il faut une politique agricole vraiment commune, c'est-à-dire avec les mêmes règles pour tous. Mais pour les céréaliers de la Beauce ou pour les petits producteurs de montagne? Parce que c'est ça aussi le problème, François-Xavier Bellamy, c'est-à-dire on voit bien qu'il y a un certain nombre d'agriculteurs et surtout un type d'agriculture qui a été privilégié par la PAC. Est-ce qu'il faut en finir ou pas? Non, je crois que la PAC, au contraire, a permis de défendre un modèle équilibré. Donc vous êtes FNSEA, quoi. Non, un modèle équilibré qui est fait d'une diversité de types de production. Aujourd'hui, la PAC, elle a été conçue pour pouvoir accompagner aussi bien le développement de grandes exploitations qui font des excédents commerciaux, qui font parmi les rares excédents commerciaux de notre pays. La PAC, elle a aussi été construite et conçue, et il faut absolument le maintenir, pour permettre de continuer avec un modèle agricole qui fait aujourd'hui la qualité alimentaire de notre pays, un modèle d'exploitation à taille humaine. Productiviste, et donc vous considérez que l'écologie est importante, mais précisément, certaines de ces exploitations sont une aberration sur le plan écologique. Alors d'abord, en France, nous ne connaissons pas les aberrations que d'autres pays du monde développent avec effectivement une agriculture qui est industrialisée à l'extrême. En France, au contraire, nous avons un modèle qui repose sur cette diversité de types d'exploitation. La ferme des 1000 vaches, c'est une exception en France. Vous allez en Nouvelle-Zélande, c'est une règle de base. Donc on a un modèle français. Ce modèle français, il fait aujourd'hui notre force. C'est le modèle de la qualité plutôt que de la quantité. Mais il faut aussi pouvoir produire, parce que le monde est devant, on ne le sait pas assez,
le risque d'une pénurie alimentaire. La demande alimentaire mondiale explose, la production alimentaire augmente, mais pas dans les mêmes quantités. Et donc, nous devons continuer de défendre une agriculture qui puisse produire et qui puisse exporter. Frédéric Seyss. Votre famille au Parlement européen s'appelle le PPE, Parti populaire européen. C'est un parti qui a décidé récemment de suspendre le parti de Viktor Orban, le très controversé chef de gouvernement hongrois. Alors c'est une suspension, ce n'est pas une exclusion, comme si on attendait de voir le résultat des élections européennes avant de pouvoir se prononcer et de ménager un petit peu les futurs équilibres. Vous auriez, vous, à titre personnel, préféré une exclusion plus claire plutôt qu'une suspension ? Non, et pour une raison très simple. Aujourd'hui, le grand risque qui menace l'Europe, c'est le risque d'une fracture. Fracture géographique entre l'Est et l'Ouest, fracture politique qui est installée à l'occasion de ce clivage entre populistes et progressistes qui empêchera l'Europe d'avancer. Moi, je crois que quand il y a des désaccords, il faut privilégier le dialogue. Nous avons des désaccords avec Viktor Orban, mais il faut absolument que nous évitions... François-Xavier Bellamy, lesquels ? Je pense à la question, par exemple, parlons-en comme enseignant, je pense à la question des libertés universitaires. Il y a aujourd'hui une crispation qui s'est créée en Hongrie entre le gouvernement de Viktor Orban et... une partie de l'activité universitaire. Il faut pouvoir évidemment défendre l'idéal européen qui est celui de la liberté de l'esprit, de la liberté intellectuelle. Cela étant dit, il n'y a pas non plus de raison, et ça a été le point de départ du conflit entre Viktor Orban et Jean-Claude Juncker, il n'y a pas non plus de raison d'imposer à un pays européen sa politique migratoire, et je crois que exclure Viktor Orban aurait été un très mauvais signal et surtout l'occasion d'avancer vers cette fracturation de l'Europe. Ne croyons pas un seul instant que l'Europe suppose d'être d'accord avec chacun pour commencer de dialoguer, sinon nous ne la ferons plus jamais. Lorsque la France et l'Allemagne se sont rapprochées, il n'y avait évidemment pas entre eux une unité évidente et la paix était à construire. L'Europe est un dialogue à construire et cela le reste encore aujourd'hui. Dernière question et réponse rapide, Frédéric Seyss. Que Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, était à Budapest pour participer à une conférence sur les migrations aux côtés de Viktor Orban. Il a même dit « c'est mon ami et je le soutiens ». Ces propos-là, vous êtes 100% d'accord avec lui ? Il a dit en particulier, et c'est là pour le coup, je me reconnais parfaitement dans ce qu'a dit Nicolas Sarkozy à cette occasion, que le désaccord devait être l'occasion du dialogue et non pas l'occasion de procédures d'exclusion. C'est en réagissant à tout désaccord par l'exclusion et par le rejet que nous piégerons l'Europe dans cette espèce de spirale infernale dans laquelle on voudrait parfois la laisser s'enfermer. François-Xavier Bellamy, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci je propose